Bonsoir, il est 18 h dans nos studios, la même heure à Nguidjilone, c'est dans le Matam. Bienvenue à Sud du Soir. Poursuite de la tournée économique du chef de l'État à Matam avec la validation de la construction de l'université de Matam d'ici 5 ans, une enveloppe de 450 milliards de francs CFA dédiée à cette région et une indemnité de 50 000 francs dédiée à tous les chefs de village. Donc tous les mois, ce sont les mesures phares prises lors du conseil présidentiel présidé par le chef de l'État. Retenez également qu'un accident a émaillé cette tournée. La voiture du communicateur traditionnel Ablaye Mbaye Père et dont des responsables de l'APR Modou Bara Dollimbake a fait un choc sur la route de Nguidjilone. Abdourahmane Diène sera en direct dans cette édition échauffourée dans nos universités. D'importants dégâts matériels enregistrés à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants exigent la livraison des chantiers au moment où 24 heures après le mouvement d'humeur de leurs collègues étudiants de l'université du Sine Saloum à Kaolack, le SAES section Hussein condamne et ils vont réagir dans ce 18 h sur l'international. Retenez qu'au Burkina, les rescapés de l'attaque de Solane, qui avait fait 132 morts, exigent la sécurisation de la zone alors que l'invité de ce 18 h est Dr Mohamed Diop. Il est l'ancien président de la Fédération sénégalaise de natation. Il donne des pistes de solutions suite au cas de noyade noté sur les plages ces derniers temps. Info Éco complète cette édition mise en onde par Hassan Tchou. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Un accident s'est produit sur la route de Nguidjilone où se tient présentement la cérémonie de lancement des travaux de la route du Dandé Mayo. Abdoulaye Mbaye Père, communicateur traditionnel, un des responsables également de l'APR, fait partie, ces deux-là font partie des victimes de cet accident, n'est-ce pas Abdourahmane Diène? Vous êtes en direct depuis Nguidjilone. Bonsoir. Voilà, nous sommes à Nguidjilone, cette localité qui va abriter d'une minute à l'autre la pose de la première pierre de la route du Dandé Mayo, cérémonie qui sera présidée par le président Macky Sall. Et dans la même veine, il y aura aussi l'inauguration du lycée départemental du Nguidjilone, ce lycée qui a porté le nom de Hassan Sadio Diallo. Mais après, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la route de Nguidjilone, il y a eu malheureusement un accident qui s'est produit à quelques 2 kilomètres de Nguidjilone. Et malheureusement, dans cette voiture, il y avait le communicateur traditionnel Mbaye Père, mais aussi il y avait par Douli. Ces 2 personnes sont grièvement blessées et actuellement elles ont été acheminées à l'hôpital de Ourossogui. C'est une nouvelle véritablement qui a un peu bouleversé la délégation présidentielle qui est présentement ici au lycée Sadio Diallo. Il faut rappeler après Eliman que lors du conseil présidentiel qui s'est tenu il y a tout juste quelques heures, il a été validé l'érection de l'université de Matam. Finalement, cette doléance qui était assez présente pour les populations. Et finalement, leurs vœux ont été véritablement exaucés. Et cette université aura une capacité d'accueil de 25 000 étudiants. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'octroi d'indemnité aux chefs de village. Et ceux qui seront au poste de chefs de village pourront désormais avoir une indemnité de 50 000 francs de CFA à la fin de chaque mois, et ce à compter du mois de juillet. Il faut aussi ajouter que le président Macky Sall a prévu une enveloppe de 450 milliards de francs CFA pour le développement de cette région de Matam à l'horizon 2024. À l'heure où je suis en train de parler, le président vient de franchir le seuil du lycée départemental de Nguidjilone pour procéder à l'inauguration de ce lycée qui a une carrure départementale.
Merci à vous, Abdrahmane Diène, qui suit donc pour Sen Radio cette tournée économique du chef de l'État. Il se trouve présentement à Nguidjilone à retenir la validation de la construction de l'université de Matam, l'une des décisions phares prises lors du conseil présidentiel présidé par le chef de l'État ce mardi. Affrontement entre étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès et forces de l'ordre. Plusieurs dégâts matériels, dont véhicules calcinés et des interpellations. Les étudiants exigent l'achèvement de leur chantier entamé depuis 2015, nous dit Babacar Ndao. Journée d'action à l'université Iba Der Thiam de Thiès ce mercredi. Les étudiants se sont frottés aux forces de l'ordre après avoir brûlé des pneus et même calciné un véhicule de l'administration. On a même eu à faire une marche de Thiès à Diamniadio durant le mois. Mais par contre, de toutes ces activités, on a vu que ce qu'on réclamait n'a pas été jusqu'à aujourd'hui exaucé. De ce fait, tous les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Parce qu'on a su que si au Sénégal, pour se faire entendre, il faut faire du bruit. Et comme c'est ce qu'ils veulent, il faut qu'on fasse du bruit. Ce qu'on réclame, c'est nos chantiers. Il y a des étudiants qui ont été orientés ici, de nouveaux bacheliers, jusqu'à ce que même les épreuves baccalauréales sont dans quelques mois de se tenir. Alors que ces étudiants qui avaient été orientés ici n'ont toujours pas eu de salle ou bien des équipements nécessaires pour leur permettre d'assurer leur cours. Ceci est anormal. Si on se tient à cela, on va dire que ces étudiants, forcément, ils iront faire des années blanches. Un blocus noté sur la voie de Contourman Nord pendant plusieurs heures. Des arrestations ont été notées du côté des étudiants. On est parti au lycée Malick Sy de Thiès pour demander à tous les lycéens de venir participer dans cette cause noble. Parce qu'en tout cas, ce que l'on dit, c'est que l'État du Sénégal doit être conscient de la situation actuelle des universités du Sénégal qui, au niveau de tout le territoire national, sont en mouvement. On a entamé les mouvements de front et on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Ces derniers qui menacent de remettre ça à nouveau si leurs chantiers ne sont pas accélérés. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar, nous quittons Thiès pour donc le Sine Saloum où des bureaux de professeurs ont été cassés et endommagés par les étudiants de l'université du Sine Saloum. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur de cette université condamne fermement ces saccages. Ce mardi, le SAES section UCN a tenu un point de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale sur cette situation. Reportage Mamoudou Kamara. 24 heures après la sortie musclée et corsée des étudiants de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack, l'image du temple du savoir est aujourd'hui indescriptible. Des bureaux des professeurs ont été caillassés et endommagés, la climatisation sabotée, des tuyaux d'eau troués. Ce sont entre autres dégâts matériels constatés lors de la manifestation des étudiants de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur de l'UCN condamne fermement ces actes. Dr Elhadji Omar Ndao, coordonnateur du SAES-UCM. Bon, ils ont saccagé les bureaux des enseignants, les vitrages, la climatisation. Il y a quelques meubliers qui ont été détruits. Même vous l'avez constaté, vous avez vu les pierres qui partaient de partout et qui ont saccagé les vitrages. Donc vous-même, vous pouvez faire le constat. Nous appelons au calme d'abord. Nous demandons à ce que les uns et les autres aient plus de retenue. Parce que ce que nous avons constaté, c'est des actes quand même qui n'honorent pas ni les étudiants ni les enseignants. Que si vous avez fait le constat, on n'a détruit que les bureaux des enseignants. Pour rappel, ces étudiants de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack ont décrété 96 heures de grève. Ils réclament la révision du budget de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack, de meilleures conditions de travail, la construction de nouveaux locaux pour les enseignements apprentissages, et surtout la révision du système LMD, entre autres préoccupations. Selon toujours ces étudiants, ce sont des promesses qui ont été tenues par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, mais aujourd'hui de tels projets sont utopiques. De l'éléphant blanc ont-ils encore martelé? Kaolack, Mamoudou Kamara, Sud FM. Les étudiants ont décrété 96 heures de grève. Les professeurs alertent les autorités et demandent à leurs collègues des autres campus de rester chez eux. Nous écoutons à ce propos le coordonnateur du SAES section université du Sine Saloum, Dr Elhadji Omar Ndao, au micro de Mamoudou Kamara.
En ce qui concerne le SAES-ISEM, je pense qu'il n'est pas question que des enseignants soient pris comme cible. Et ça, je pense que c'est un acte qui n'honore pas l'université, qui n'honore pas ISEM. L'enseignant ni l'étudiant ne sont pas des ennemis jusqu'à ce qu'il y ait des saccages ciblés. Donc nous appelons que les gens soient calmés et que nous appelons les collègues à rester chez eux et à attendre que la situation soit décantée. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'autres désagréments ou bien des dommages corporels. Et pour cela, nous demandons à tous les collègues de tous les campus de rester chez eux. C'est un ciblage que nous condamnons. Que l'administration fasse le constat, qu'on nous restaure dans notre minimum de travail pour qu'on puisse faire notre travail parce que nous sommes des enseignants. Nous demandons qu'à faire notre boulot. C'est tout ce qu'on demande à l'administration et que nous sommes en danger. Quand nous sommes en danger, mieux vaut rester chez soi jusqu'à ce que la situation soit élucidée. Mais nous sommes du même camp, nous revendiquons les mêmes choses. Donc il n'y a pas lieu de faire un ciblage de tel ou de tel. Parce que ce qu'ils revendiquent, c'est ce que nous-mêmes nous revendiquons. Donc on est dans le même bateau, il n'y a pas lieu de ce genre d'acte. Heureusement qu'il n'y avait pas d'enseignants parce qu'ils ont été mis au courant de la situation, ils sont repartis chez eux. Imaginez malheureusement que des gens seraient dans leurs locaux. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc c'est pour cela on dit merci, alhamdoulilah, qu'il n'y a pas eu de dommages corporels. Sud FM. Agression de la bande de Filao de Guédiawaye entre morcellement et coupe abusive. Cette forêt classée aujourd'hui menacée de disparition. Babacar Samb. Les Filao là, il y avait une très belle verdure, tout était touffi. Samba Diop, la soixantaine révolue et nostalgique de ce beau temps que lui offrait la bande de Filao de Guédiawaye, lieu d'excursion et de refuge pour profiter de la qualité de l'air. Les gens, pendant ces périodes de chaleur, alors se promenaient dans ces Filao et prenaient de l'air, voyez-vous, avec leur famille, à la brise de la mer. Aujourd'hui, le décor est tout autre sur ce littoral. Des Filao sous l'effet des flammes, d'autres coupés ou déjà morts qui se sont séparés en morceaux. Des pieds d'arbres, des racinés, des troncs qui jonchent le sol, des superficies complètement déboisées. Maintenant, à des kilomètres, vous êtes dans les Filao, alors vous êtes à vue. Un spectacle désolant qui s'ajoute à l'austérité du paysage. C'est dommage, vraiment. Cet habitant de Guédiawaye, impuissant face à cette situation chaotique, n'a que son cœur pour regretter. Alors, elle disparaît et c'est extrêmement grave. C'est très déplorable. On aurait aimé vraiment, nous, ces habitants de Guédiawaye, qu'on laisse cette bande de Filao vraiment. Et pourtant, cette bande de Filao a toute son importance pour la survie des populations et la préservation de l'environnement, selon Baye Salamar, président de l'Alliance des écologistes du Sénégal, ADES. La ville de Guédiawaye est située dans le domaine des côtes sableuses et cette bande de Filao constitue un rempart contre les assauts de la mer parce que permettant de fixer les dunes de sable qui sont des tampons naturels qui permettent de protéger les hommes, leurs habitations en cas de phénomènes comme les marées hautes, les houles, etc. Un rôle essentiel joué par cette forêt qui vit actuellement ces derniers jours sous la menace du béton. Les travaux de construction déjà engagés n'en révéleront pas moins. Le combat pour sa sauvegarde semble être perdu. Les gens ont tout fait, les services de sécurité, alors ont combattu pendant longtemps, mais alors ça persiste. Habitants, tout comme défenseurs de l'environnement, pointent l'indifférence des autorités alors que le visage que présente la bande écologique de Guédiawaye sur la VDN 3 présage une prochaine catastrophe si l'on y prend garde. Babacar semble plus de 150 hectares de superficie désormais laissés à la merci des promoteurs. Le décret présidentiel du 4 juin 2021 dernier a acté le déclassement de cette forêt classée pour la réalisation de diverses infrastructures et équipements ainsi que la construction de logements. Une décision qui aura probablement des impacts, notamment avec la disparition des plages, entre autres. Conséquences sont également d'ordre économique selon Baye Salamar. Il est le président de l'Alliance des écologistes du Sénégal. La ville de Guédiawaye est située dans le domaine des côtes sableuses et cette bande de Filao constitue un rempart contre les assauts de la mer parce que permettant de fixer les dunes de sable qui sont des tampons naturels qui permettent de protéger les hommes, leurs habitations en cas de phénomènes comme les marées hautes, les houles, etc. Aujourd'hui, il est scientifiquement admis qu'actuellement la mer avance et pénètre le continent plus vite que prévu. Au gré des aléas climatiques
combinées aux actions anthropiques. Et si au moment de déclasser ou de construire des infrastructures, on gagnait plusieurs mètres, cet espace-là se réduit de jour en jour, surtout en cas de marée haute, comme je l'ai dit. Et la première conséquence, c'est que les hommes et les bâtiments, leurs infrastructures, etc., sont en sursis parce que les côtes se fritent de plus en plus. Donc le premier niveau d'impact concerne surtout les aspects physiques avec la disparition des plages, des maisons qui peuvent être ensevelies par le sable, donc, la salinisation des terres et des nappes phréatiques côtières, la disparition d'éventuelles infrastructures côtières, hôtels, habitations, usines, stations à essence, etc., quais de pêche, etc., etc. Le deuxième niveau d'impact concerne les aspects socio-économiques avec des conséquences sur pratiquement le tourisme, la pêche, les zones d'habitation, notamment les sites à valeur culturelle ou cultuelle, probablement aussi l'agriculture et plus généralement donc sur l'économie nationale. Salamar, président de l'Alliance des écologistes du Sénégal. Reparlons de l'affaire Sedima Ndengler avec Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal. C'est une situation préoccupante selon lui. Il interpelle l'État du Sénégal pour que ce problème soit résolu afin d'éviter d'éventuelles échauffourées entre les deux parties. Nous écoutons Seydi Gassama au micro de Aïssatou Gueye. Alors, ce qui se passe en Ndengler est une situation très préoccupante. En Ndengler, nous avons une communauté qui appartient à la commune de Ndiaganyao et qui a vu ses terres être attribuées à la suite d'une délibération par une autre commune, celle de Sindia, à un homme d'affaires. C'est la commune de Sindia, en l'occurrence l'ancienne communauté rurale de Sindia, qui a délibéré et qui a octroyé 300 hectares à l'homme d'affaires Babacar Ngom. Malheureusement, ces 300 hectares n'existaient pas dans la commune de Sindia. Les élus de Sindia ne se sont pas assurés qu'ils avaient une assiette foncière de 300 hectares à donner à l'homme d'affaires Babacar Ngom. Et donc, cette assiette empiétait sur d'autres communes. En l'occurrence celle de Sandiara. Les populations de Sandiara ont été très vite informées, elles ont protesté et leurs terres qui avaient été attribuées ont été restituées. Malheureusement, du côté de Ndengler, leur commune, leur maire n'a pas été très vigilante à l'époque et elles n'ont pas pu protester. Et donc l'homme d'affaires a accéléré le processus de consolidation de cette délibération en obtenant un bail, ensuite en obtenant un titre foncier. Aujourd'hui, donc, ces 80 hectares qui sont des terres cultivées, ce ne sont pas des terres en jachère, elles sont cultivées chaque année par les gens de Ndengler, ont été attribués et font l'objet d'un titre foncier. Les pluies ont commencé au Sénégal. En Ndengler, aujourd'hui encore, on ne peut pas aller au champ. Pas aller au champ parce que le préfet de Mbour a pris un arrêté qui interdit l'exploitation de ces terres. Évidemment, l'homme d'affaires a plus de 100 hectares de terres non litigieuses qu'il exploite. Mais les gens de Ndengler, eux, n'ont pas aujourd'hui de terres où cultiver et où faire paître leur bétail. C'est cela qui est la situation extrêmement dramatique qui prévaut en Ndengler. Je voudrais profiter pour interpeller les parlementaires qui sont là pour qu'évidemment l'État puisse trouver une solution rapide à cette situation. Il faut que l'État reprenne ses 80 hectares à Babacar Ngom, il les restitue en Ndengler. Le Sénégal est vaste, il y a d'immenses de terres vierges au Sénégal. Si Babacar veut faire de l'élevage au poulet, on peut lui donner des terres ailleurs, en Casamance, dans le Ferlo au Sénégal oriental, où il peut évidemment étendre son exploitation. Mais les gens de Ndengler ne peuvent pas quitter leur village, ils ne peuvent pas. Et tant qu'ils seront obligés de rester en Ndengler, il leur faut avoir des terres à exploiter. Seydi Gassama d'Amnesty International section sénégalaise a tenu ses propos en marge de l'atelier de partage de la coalition sénégalaise des défenseurs de droits humains dans le cadre de l'élaboration d'un avant-projet de loi et d'un autre de décret sur les défenseurs des droits humains qui, une fois adopté à l'Assemblée nationale, va servir à protéger ces défenseurs des droits humains. Compte rendu, Aïssatou Gueye. Un processus qui a débuté en 1984. Cet avant-projet de loi et avant-décret vise à protéger les défenseurs des droits humains et leur activité une fois la loi votée à l'Assemblée nationale. Seydi Gassama, président d'Amnesty section Sénégal. Ça, c'est un projet de loi, évidemment, énonce un certain nombre de principes, énonce des droits, énonce des devoirs, énonce des responsabilités pour les défenseurs des droits humains. Il énonce évidemment certaines protections que l'ensemble des États du monde sont
d'accord à accorder aux défenseurs des droits humains, mais énonce également des responsabilités, des devoirs. Quand on sait qu'une cinquantaine de défenseurs des droits humains ont été tués en 2004, il faut donc anticiper ces événements. Frédéric Ndeki, membre bureau Sénégal Fondation Osiwa. L'organisation Protection Internationale qui avait fait un rapport sur ça, qui dénombrait une cinquantaine de défenseurs des droits humains qui ont été tués en raison de leur travail. Pour le Sénégal, je dirais qu'on entre dans ce processus par anticipation pour éviter que ce qui est arrivé dans d'autres pays arrive au Sénégal. Mais le Sénégal doit prendre en compte ses spécificités locales. Nous ne pouvons pas importer tout de l'extérieur. Il faut importer ce qui est bien de l'extérieur, mais prendre en compte les spécificités au niveau local. Les parlementaires se sont d'ailleurs engagés à accompagner ce projet de loi pour qu'il soit adopté à l'Assemblée nationale. Mamadou Ouri Baldé Diallo, député. Nous sommes là pour les accompagner, pour donner vous dire que nous, le groupe de la majorité, nous sommes à leur côté pour quand même qu'il y ait ce projet de loi soit adopté. Parce que le projet de loi, c'est quoi? C'est de protéger les défenseurs des droits de l'homme et leurs activités, mais aussi de le mettre face à leurs responsabilités. Intimidation, harcèlement, responsabilité des défenseurs des droits humains, les principaux axes de cet avant-projet de loi. Avant la page sportive, celle internationale, les ressortissants de la province du Yaga dans la région du Sahel au nord-est du Burkina demandent plus de moyens pour assurer la sécurité des populations. Ils s'exprimaient ce mardi lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, 10 jours après l'attaque par des hommes armés de Solon qui a fait 132 morts officiellement. Pour Amadou Diallo, président de l'association des ressortissants du Yaga, il faut plus de moyens sécuritaires dans toute la province. Et enfin, sous haute surveillance policière, plus d'1 millier d'Israéliens arborant des drapeaux nationaux ont défilé ce mardi à l'appel de l'extrême droite à Jérusalem-Est. C'est le premier test pour le nouveau gouvernement après des menaces du mouvement palestinien Hamas. Et nous parlons sport. Notamment de l'Euro 2021, Allemagne-France, c'est l'une des affiches les plus alléchantes du premier tour de l'Euro du groupe F. Ismaël Marcel Colli. La France joue l'Allemagne cet après-midi. Pour Adama Kandé de la 2S, c'est une finale avant la lettre. Pour lui, ces deux formations ont un palmarès à préserver. France-Allemagne, on dira que c'est finale avant la lettre, parce que c'est la guerre des étoiles, des stars du football mondial qui vont s'affronter. Vous savez aussi qu'il y a de cela 5 ans, donc le dernier Euro, la France avait éliminé l'Allemagne en demi-finale. Il y a une revanche à prendre pour l'Allemagne. Ensuite, les deux équipes aussi ont un palmarès à préserver. Aucune d'entre elles n'a perdu son premier match d'Euro. Et en match d'ouverture, chacune voudra gagner aujourd'hui. Donc cela veut dire que nous allons vers un match palpitant. Ça va jouer de toute façon. Il n'y aura pas une équipe qui va fermer le jeu. Chacune voudra montrer qu'elle fait partie des favoris ou même elle est le favori de ce tournoi. Donc nous allons vers un très bon match au grand bonheur des férus de football. Pour cet autre féru du ballon rond rencontré à Sacré-Cœur, ces deux formations se valent. Donc il est difficile pour lui de faire un pronostic. Je pense que ce sera un match serré et difficile à pronostiquer parce que les deux équipes pratiquement se valent sur papier. Bien vrai que la France a un léger avantage par rapport à ce trio d'attaque très puissant. Benzema, Mbappé et Griezmann, c'est une attaque vraiment redoutable. N'empêche, l'Allemagne a une très bonne défense, tellement organisée et un très bon gardien. Ces deux équipes se valent pratiquement à tous les niveaux, et puis ils ont un staff vraiment très expérimenté. Donc ils ont l'habitude de compétir dans les grandes compétitions internationales comme l'Euro, la Coupe du Monde. Donc pour moi ce sera un match nul peut-être, ou bien une victoire peut-être de la France, mais en tout cas ce sera un match serré, difficile à pronostiquer. À mon avis ce sera un nul. Pour ce jeune étudiant, le match France-Allemagne ne sera pas du tout facile pour les deux formations, mais il pense que la France gagnera ce match par 2-0. Je donnerai la victoire à la France, mais ça ne sera pas un match facile. Pourquoi? Parce que la France a une très bonne équipe. J'aimerais que la France gagne quand même. Par combien, selon vous? 2-0, avec un but de Karim Benzema et un but de Paul Pogba. Pour les Allemands, il s'agira de prendre leur revanche de la demi-finale d'il y a 5 ans. Pour la France, il s'agira de préserver son statut de favori.
Crise à la Fédération guinéenne de football. Ismaël Marcel Colly, des émissaires de la FIFA sont attendus à Conakry le 21 juin prochain. Cette mission, chapeautée par le chef du département de gouvernance des associations membres de la FIFA, doit s'entretenir avec les acteurs du ballon rond afin de désamorcer la crise qui affecte la Fédération guinéenne de football. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions le compte rendu de Amadou Wouri Bari. 18h25 dans nos studios. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de natation, Dr Mohamed Diop. Il fait quelques recommandations face au cas de noyade enregistré ces semaines sur nos plages. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Dr Mohamed Diop. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de la Fédération sénégalaise de natation, mais également membre de la Fédération internationale. Alors, docteur, nous allons parler des cas de noyade. Une dizaine de jeunes morts ce week-end dans les plages. Alors, docteur, comment peut-on expliquer cette situation? Bon, c'est une situation récurrente, comme vous le savez. La noyade n'est pas un phénomène spécifique au Sénégal. Il faut savoir que dans le monde, chaque année, 300 000 personnes meurent de noyade et qu'au Sénégal, chaque année, 300 personnes meurent de noyade. Alors, par rapport à ça, il faut prendre des mesures. Et les mesures ne sont pas prises assez tôt. Et donc, ça, c'est le contexte général. Et voilà, le début de l'été, c'est la période de recrudescence des noyades. C'est habituel. Docteur, comment éviter ce genre de situation? Comment éviter ce genre de situation? C'est vraiment la question fondamentale. Bon, quand on parle de noyade, la première prévention, c'est apprendre à nager. Il faudrait que dans notre pays, qu'au niveau scolaire, que l'on puisse apprendre à nager, que ce soit dans le programme de l'éducation sportive et physique. Dans tous les pays du monde, la majeure partie, on apprend à nager, comme on apprend à lancer le poids, comme on apprend à faire de la hauteur, c'est nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller dans des plages non autorisées. Mais pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que les gens ne peuvent plus utiliser les plages accessibles qui ont été pratiquement toutes privatisées. C'est un problème. El Hadj Malick, vous savez très bien que quand vous étiez jeune, quand nous étions jeunes, nous avions la possibilité de nous baigner un peu partout dans Dakar. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, c'est une autre raison. Une autre raison, je pense, c'est l'insuffisance des aménagements des plages. Aujourd'hui, on aurait pu apprendre aux gens à nager au niveau des plages, mieux sécuriser les plages en faisant des plans d'eau. Il n'y en a pas beaucoup à Dakar. Vous en voyez un à Gorée. Un plan d'eau qui a permis de développer même la natation. Mais pour l'apprentissage, les municipalités doivent faire cela. En dehors de ça, on peut aménager les plages pour faire du beach soccer, du volleyball, etc. Aujourd'hui, nous avons eu un projet pendant plus de 6 ans où nous avons formé 1000 jeunes dans les zones où, on peut dire, les populations sont déshéritées. Apprendre à nager pour éviter que ces enfants se noient et meurent. Je pense que ça, ce genre d'initiatives doivent être soutenues, non seulement par l'État, par les municipalités, mais même par les entreprises dans le cadre de la RSE. Voilà un ensemble de choses qui peuvent permettre de lutter contre ces noyades importantes. J'ajouterais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'emplois, de création d'emplois chez les jeunes. Mais il n'y a rien de mieux que de recruter des maîtres nageurs pour bien surveiller les plages, de créer des piscines pour que des jeunes puissent être employés en tant que maîtres nageurs pour s'occuper de l'entretien et tout ça. Donc voilà des opportunités pour apprendre à nager et pour créer des emplois aussi. Quel doit être le rôle de ces maîtres nageurs? Alors, le rôle de ces maîtres nageurs, d'abord il faut dire très précisément que les cas de ce week-end passé sont liés à la présence de personnes dans des plages non autorisées. Ça, donc, a priori, il n'y a pas de maître nageur pour surveiller ces gens-là. Mais le rôle du maître nageur, c'est de pouvoir, ou du surveillant de baignade, c'est de pouvoir être présent lorsque les gens se baignent, délimiter les zones de baignade qui doivent être restreintes
permettant aux surveillants de baignade de voir en tout cas les personnes qui sont sur les plages. C'est d'orienter les personnes. Voilà, de façon simple. Bon, pour ça, nous avons un spécialiste, M. Diallo, qui s'occupe du sauvetage au niveau de la fédération. Il entrera plus dans les détails sur ces questions-là par rapport au rôle du maître nageur et du surveillant de baignade au niveau des plages. Alors, quels sont leurs besoins? Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés, ces maîtres nageurs? Bon, le premier problème, ils sont pris comme des saisonniers. Et très souvent, les premières noyades interviennent au moment des sorties de fin d'année. Et très souvent, ils ne sont pas encore recrutés. Ces personnes devraient être employées de façon durable, qu'ils aient des contrats, qu'on ne les prenne pas après les premières noyades, comme ça se fait très souvent, après qu'il y ait un tapage, qu'on les prenne assez tôt ou qu'on les prenne toute l'année. Ces personnes doivent être mises dans des conditions rémunérées correctement et motivées correctement. Ces personnes doivent avoir un équipement, par exemple un point de visibilité assez haut qui permet de superviser la plage. Doivent avoir un petit matériel pour ramener quelqu'un, des bouées. Voilà, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la volonté politique de se dire que nous avons un problème qui se pose depuis des années et il faut trouver les solutions. Et trouver les solutions, ça passe forcément par une conscientisation des municipalités pour qu'elles prennent ce problème-là très sérieusement. Pourquoi il faut prendre ce problème très sérieusement? Parce qu'il s'agit, quand je vous dis que chaque année il y a 300 morts, il s'agit de 300 jeunes. C'est des jeunes qui vont mourir. Et quand on compare, fait une comparaison, les accidents de la circulation, c'est à peu près 800 personnes qui décèdent chaque année. Et les noyades, c'est 300. Mais les noyades, c'est que 300 jeunes, que des jeunes. Et aujourd'hui, quand on voit l'implication de l'État pour lutter contre les problèmes des accidents de la circulation, on ne voit pas 2% en proportion d'implication de l'État pour ce problème-là. Et je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un conseil présidentiel sur cette question ou interministériel, mais il faut que les autorités n'en parlent pas, comme chaque année, de façon accessoire quand il y a des noyades, pour qu'après on l'oublie jusqu'à l'année prochaine. C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Docteur Mohamed Diop, je vous remercie. Merci à vous et merci de faire la promotion de la lutte contre les noyades. Je rappelle que vous êtes ancien président de la Fédération sénégalaise de natation et membre de la Fédération internationale. Merci, au revoir. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'accès au financement des acteurs qui tournent autour des filières agricoles par le système de récépissé et d'entrepôt, c'est une manière de mieux valoriser les stocks de production. La phase de démarrage cible les acteurs qui s'activent déjà dans la campagne de commercialisation de l'anacarde. Selon le directeur général de l'organe de régulation des systèmes de récépissé, Driss Junior Diallo, son explique au micro de Ignace Ndeye. Le système de récépissé et d'entrepôt est un nouvel outil de financement innovant qui a été mis en place par l'État du Sénégal et qui a pour ambition d'aider les producteurs, les commerçants, les exportateurs, mais en tout cas tous les acteurs qui tournent autour des filières comme l'anacarde et d'autres filières agricoles, d'accéder au financement à partir de ce qu'on appelle le récépissé d'entrepôt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va désormais valoriser les stocks de production et qu'aujourd'hui, l'agriculteur ou le commerçant ou le déposant qui dispose d'un stock, ça veut dire qu'il dispose de sa propre garantie pour pouvoir accéder au financement. Désormais, aucune autre garantie n'est demandée à ces clients-là dans les banques pour pouvoir être financés. Donc c'est dire qu'aujourd'hui nous procédons ici avec l'ensemble des partenaires ici présents, toutes les banques sont ici présentes, je ne peux pas citer tout le monde, mais pour pouvoir effectivement procéder à ce lancement-là qui est aujourd'hui la phase de démarrage pour la campagne de commercialisation de l'anacarde pour l'année 2020. Le journal de l'économie c'est fini, merci de votre fidélité.
La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h35 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. Validation de la construction de l'université de Matam d'ici 5 ans, la mobilisation de 450 milliards de francs CFA pour la région et l'indemnité de 50 000 francs le mois pour les chefs de village. Mesure phare prise lors du conseil présidentiel tenu ce mardi à Matam. Cette tournée économique du chef de l'État émaillée par un accident. Le véhicule du communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye, père et du responsable apériste Modoubara Mbake Doli a fait un choc sur la route de Nguidjilon. Abdourahmane Diène était en direct dans cette édition. Échauffourée dans nos universités, d'importants dégâts matériels enregistrés ce mardi à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants exigent la livraison des chantiers entamés en 2015 au moment où 24 heures après le mouvement d'humeur des étudiants de l'université du Sine Saloum, le CS section de l'UCN condamne et alerte dans ce 18h qui a reçu comme invité Dr Mohamed Diop. Il est ancien président de la Fédération sénégalaise de natation. Il se prononçait suite au cas de noyade noté sur nos plages. Sur l'international au Burkina, les rescapés de l'attaque de Solane qui avait fait 132 morts exigent la sécurisation de la zone. Vous avez également eu droit à la page sportive et à Info Eco. Merci à Hassan Tchoun qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes mardi et comme tous les mardis à 19h, retrouvez Marie-Rosalie Ndiaye pour Allo Docteur. Auparavant, retrouvez tout de suite Aïda et Mariem pour Sud Éducation. Très bonne soirée.